C'est une question qui hante tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'homme. Comment Homo sapiens a-t-il pu supplanter tous ses rivaux? Il y a beaucoup d'espèces animales plus puissantes dans la nature. Par exemple, notre presque semblable de Néandertal était robuste, il n'était pas dénué d'intelligence et pourtant, il a disparu pour laisser place à Sapiens. À cette question, Yuval Noah Harari répond par un trait de génie. Homo sapiens s'est élevé au sommet de la hiérarchie grâce à son parcours et à son pouvoir de fiction. L'historien israélien est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur, Yuval Noah Harari, de ce livre intitulé Sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est un carton planétaire, c'est un best-seller pour utiliser un anglicisme. C'est publié aujourd'hui en français aux éditions Albin Michel. Alors dans votre livre, il y a très vite une révélation qui arrive et qui saute aux yeux. Ce qui fait la supériorité, je le disais, d'Homo sapiens, c'est ce que vous appelez son pouvoir de fiction. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit. La capacité unique d'Homo sapiens, c'est de coopérer de manière souple avec de très nombreux individus. Nous avons mis le pied sur la Terre, nous avons su réaliser la fission de l'atome par notre capacité à coopérer. Dans cette coopération, il y a de la fiction. Elle repose sur la fiction, qu'il s'agisse de Dieu, d'argent, de nationalisme, de droits humains. Il ne s'agit là que d'histoires fictives que nous avons inventées, ce n'est pas de la réalité objective. Et ça, c'est notre capacité unique, c'est l'apanage de l'homme. Vous ne pouvez pas dire à un chimpanzé qu'il ira au paradis et si vous lui donnez une banane, aucun chimpanzé ne vous croira, alors que les êtres humains, eux, croient à des tas d'histoires. C'est pourquoi ils arrivent à coopérer et à bâtir des cathédrales et où aller se battre dans des croisades. Pourtant, beaucoup pensent, Yuval Noah Harari, que la thèse la plus crédible pour expliquer la domination d'Homo sapiens sur tous ses rivaux au fil des millénaires, eh bien, cette thèse, c'est qu'il a éradiqué tous ses rivaux en les exterminant. Oui, tous les rivaux sont en fait des membres de notre famille. Nous sommes habitués à être les seuls êtres humains sur la planète, mais jusqu'à il y a encore peu de temps, du point de vue de l'évolution, il y avait beaucoup d'autres espèces. Mais aujourd'hui, il y a différentes espèces d'ours, des ours polaires, des ours marrons, des ours noirs, des grizzlies, ainsi de suite. Il y a environ 10 millions d'années, il y avait Néandertal, il y avait d'autres espèces humaines et nos ancêtres ont exterminé tous les autres de manière tout à fait cruelle. C'était le génocide le plus important de l'histoire de l'humanité. Imaginez le monde d'aujourd'hui si les Néandertals avaient survécu à côté de Homo sapiens, en plus de tous les clivages au sein de l'humanité entre les chrétiens, entre les musulmans ou entre les Européens et les Africains. Il y avait ce clivage entre Homo sapiens et Néandertal. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si ça n'avait pas eu lieu? Ce pouvoir de fiction, vous en avez donné des exemples, c'est ce que vous appelez en réalité la révolution cognitive. Qu'apporte exactement cette révolution cognitive à cette espèce Homo sapiens? Eh bien, toutes les autres espèces humaines savaient utiliser de l'outil, elles maîtrisaient le feu. Parfois, le cerveau était plus important que chez nous. Le cerveau de Néandertal était plus important par la taille que celui de Sapiens. Mais ces espèces n'avaient pas la capacité à créer de la fiction, à raconter des histoires. Par conséquent, ils n'ont pas pu coopérer en grand nombre. Et lorsqu'il y avait une confrontation entre, disons, 500 Homo sapiens et 50 Néandertal, eh c'est les Sapiens qui gagnaient, bien qu'ils étaient plus petits et avaient des cerveaux de plus petite taille. Alors, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Dans votre ouvrage, vous identifiez deux autres révolutions majeures, la révolution agricole et la révolution scientifique, qui nous conduisent à dominer aujourd'hui la nature et même à être dangereux pour cette nature qui d'ailleurs se retourne souvent contre nous. Est-ce qu'on arrive, pas précisément selon vous aujourd'hui, à la limite des conséquences et des gains que nous ont apporté cette révolution scientifique, cette révolution agricole? Non, en réalité, on commence à voir le début de tout cela. La science nous amène à un stade où nous sommes au point d'acquérir des choses que l'on peut définir. Dans la Genèse, Dieu, nous dit-on, a créé l'homme à son image et créé également des plantes et des animaux. Aujourd'hui, l'homme commence à pouvoir créer d'autres
animaux selon ses propres désirs. Et les plus grands produits que nous verrons au XXIe siècle ne sont pas des produits textiles ou des produits d'armement ou de véhicules. Les plus grands produits du XXIe siècle seront vraisemblablement des corps et des cerveaux et des esprits. Et cela va radicalement transformer le monde. Après des milliers d'années où nous avons engendré des révolutions au niveau économique, politique ou social, eh bien la grande révolution à venir, et qui sera possible grâce à la science, ce sera la transformation de nous-mêmes, notre corps et notre esprit. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, votre livre est très accessible, il est clair, il y a beaucoup d'exemples concrets, il y a des schémas saisissants, il y a de l'humour aussi également dans cet ouvrage, et il y a un leitmotiv, un fil conducteur, vous nous ramenez toujours à la réalité d'aujourd'hui, au monde qui nous entoure, à ce monde contemporain, aux questions, aux problématiques. En lisant votre brève histoire de l'humanité, on a l'impression de comprendre au fond la logique de notre monde. Il y a une dimension philosophique. Vous parlez de la guerre, vous parlez de capitalisme, vous parlez d'argent, de l'ultralibéralisme, de domination. On a le sentiment que la capacité de coopération entre les êtres humains est mise à mal aujourd'hui. Est-ce que c'est cela que vous voulez nous faire comprendre ? Oui, en quelque sorte. On n'apprend pas l'histoire pour connaître le passé. On apprend l'histoire pour comprendre le présent et l'avenir. Et l'histoire peut nous enseigner le fait que l'être humain a une capacité étonnante à acquérir du pouvoir. Mais bien souvent, l'être humain ne sait pas bien quoi faire de ce pouvoir. Et on ne sait pas comment traduire le pouvoir en bonheur. Et c'est justement pourquoi on utilise notre pouvoir à des fins de destruction. Néanmoins, on peut utiliser ce pouvoir pour faire le bien. Par exemple, peut-être que la plus grande réalisation de l'humanité au cours des 100 dernières années, c'est la réduction de guerres, d'épidémies et de la famine. Aujourd'hui, en 2015, il y a plus de gens qui meurent lorsqu'ils mangent trop que de gens qui meurent de famine. Il y a plus de gens qui meurent de maladies de vieillissement que de maladies infectieuses. Et il y a plus de suicidés chaque année aujourd'hui qu'il n'y a eu au cours de l'histoire de victimes de crimes ou de guerres. Alors, ça ne semble pas être très heureux tout ça, mais c'est quand même de très bonnes nouvelles. Alors justement, vous évoquez l'avenir. Votre livre est traversé par des visions du futur, des projections, si l'on peut dire. Vous dites d'ailleurs, l'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera quand ils deviendront des dieux. Il y a un point d'interrogation, certes, mais que voulez-vous dire ? Eh bien, si l'homme acquiert la capacité scientifique et technologique pour se transformer en Dieu et acquérir des capacités divines de création et de destruction pour rallonger la longévité, ce n'est pas simplement la science-fiction. Google a établi une petite société qui s'appelle Calico, dont le dessein, dont l'objectif est de résoudre le problème de la mort, rien de moins. Autrement dit, la mort, ce n'est pas un phénomène métaphysique que Dieu a généré. Non, ce n'est qu'un problème technique, voyez. Et comme tout autre problème technique, eh bien, prétendument, il y a une solution technique. C'est inutile d'attendre la venue de Dieu ou une intervention divine pour surmonter ce petit problème qu'est la mort. Eh bien, une poignée de geeks, une poignée d'ingénieurs informaticiens vont pouvoir résoudre ce problème. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas de la science-fiction non plus. Il y a des scientifiques et des sociétés très sérieux qui investissent beaucoup de temps et d'argent dans cette idée de transformer l'homme en Dieu. Et de ce point de vue-là, ainsi, nous serons capables de surmonter le vieillissement et la mort, et peut-être que nous pourrons vivre de manière indéfinie. Transformer l'homme en Dieu, mais pas seulement, sans doute. On parle beaucoup de cyborgs, d'intelligence artificielle, de transhumanisme également. Il en est question dans votre livre. Quel regard portez-vous sur ces hypothèses de développement technologique? En clair, est-ce que ce fameux Homo sapiens, nous, les hommes, est-ce que notre seule volonté n'est pas d'être transformé en autre chose, en une autre entité? Ça semble être un désir assez central de l'humanité, ou du moins de l'élite de l'humanité aujourd'hui. Il y a des millions de gens dans le monde qui vivent dans la pauvreté et qui sont en proie à la violence et à la maladie. Mais l'élite de l'humanité regarde au-delà de cela et envisage le transhumanisme et l'emploi de la technologie pour améliorer l'humanité, pour transformer l'être humain en quelque chose
chose qui sera plus différent de nous que nous ne sommes différents de Néandertal ou des chimpanzés. Et le calendrier dont on parle, ce n'est pas dans des milliers d'années, non, c'est dans 50 à 200 ans peut-être. Là, étant donné le rythme de développement technologique, nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. On pourra avoir de petits-enfants, certes, mais il n'est pas certain que nos petits-enfants puissent avoir des petits-enfants. Peut-être pas des petits-enfants humains, au moins. Peut-être pas des enfants humains au moins. Je crois savoir que Jared Diamond, écrivain américain, est un de vos auteurs préférés. Il aurait dit, je crois, il a même dit que l'époque la plus heureuse était celle des cueilleurs, par exemple, chasseurs-cueilleurs. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Oui, à bien des égards, comme je l'ai dit précédemment, l'être humain sait acquérir le pouvoir, mais il ne sait pas traduire ce pouvoir en bonheur. C'est pourquoi nous sommes plus puissants que nos ancêtres, mais nous ne sommes pas pour autant plus heureux. Une donnée statistique. À l'âge de pierre, chaque personne consommait environ 4000 calories d'énergie chaque jour pour s'alimenter, pour faire du feu, pour s'habiller et ainsi de suite. Aujourd'hui, aux États-Unis, chaque personne consomme en moyenne 230 000 calories d'énergie chaque jour. 60 fois plus d'énergie consommée. Est-ce que les Américains sont 60 fois plus heureux que ne l'était l'homme à l'époque de l'âge de pierre, que les chasseurs-cueilleurs? Apparemment pas, parce que notre bonheur ne dépend pas de conditions objectives, mais dépend de nos attentes. Et à mesure que les conditions s'améliorent, eh bien, nos attentes ne font que croître. Ainsi, quelles que soient nos réalisations, eh bien, nous en voulons encore davantage. Et nous ne sommes toujours pas plus heureux. Yuval Noah Harari, historien israélien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Vous commencez à parler français, je le vois. Merci beaucoup, Yuval Noah Harari. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, c'est chez Albin Michel, un livre à lire absolument si vous voulez mieux comprendre le monde qui nous entoure.